Membres, 53e session, réunion 1262 du Comité contre la torture des Nations Unies. Il s'agit d'une séance publique. Nous allons aujourd'hui examiner le rapport présenté par le Burundi. Je souhaite une chaleureuse bienvenue. Vous n'avez pas d'interprétation? Avez-vous trouvé le canal de la cabine française? Entendez-vous l'interprétation? Vous entendez bien la cabine française? Entendez-vous bien l'interprétation? Vous êtes bien sur le canal numéro 3, cabine française? Encore une fois, je souhaite une chaleureuse bienvenue à la délégation du Burundi qui vient nous présenter son deuxième rapport périodique. Conformément aux procédures du comité, je vais donner la parole au chef de la délégation qui aura une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour des remarques liminaires. Ensuite, nos co-rapporteurs qui s'occuperont des articles 1 à 9 et 10 à 16 respectivement, même s'il y a des liens, des questions connexes qui portent sur plusieurs articles. Nos deux co-rapporteurs auront par la suite la possibilité de vous poser des questions, de formuler des remarques, et ensuite tous les autres membres du comité qui souhaitent prendre la parole vous poseront des questions. Encore une fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Nous sommes disposés à entamer ce dialogue interactif avec le Burundi dans le but de vous permettre d'appliquer pleinement les obligations établies par la Convention contre la torture. Sans plus attendre, je vous donne la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement burundais et à mon nom propre, j'ai l'honneur et le privilège de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de son Excellence, Monsieur Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi et du peuple burundais. Avant de continuer, je voudrais vous présenter les membres de ma délégation, en commençant par moi-même. Je m'appelle Augustin Sanzé et je suis conseiller principal à la présidence en charge des questions politiques, diplomatiques et de coopération. L'autre membre de la délégation, c'est M. Célestin Sindibatume, qui est assistant du ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Le troisième membre de la délégation, c'est M. Leonidas Nyonzima, directeur de l'éducation à la paix et à la réconciliation nationale au ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Le quatrième membre de la délégation, c'est Mme Ansila Nakabulimbo, attachée juridique à l'ambassade de la République du Burundi à Genève. Et nous sommes en présence aussi de l'ambassadeur du Burundi ici à Genève. Je saisis donc cette occasion pour remercier vivement le comité contre la torture qui a pris l'initiative d'envoyer au gouvernement du Burundi la liste des points à clarifier en complément à son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur la torture.
Je voudrais également témoigner de toute mon appréciation au Conseil des droits de l'homme pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie en vue de l'amélioration de la situation des droits de la personne humaine. C'est aussi une opportunité pour ma délégation de réitérer l'engagement du gouvernement du Burundi dans la promotion et la protection des droits de la personne humaine en vue d'éradiquer à jamais toutes les violations des droits de la personne humaine, en particulier les actes de torture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter brièvement les réponses du gouvernement du Burundi aux questions formulées par le Comité contre la torture. De prime abord, concernant l'article 19 de la Constitution de la République du Burundi, il importe de préciser que, dans le terme, entre autres, utilisé par cet article, il n'est pas exhaustif quant aux instruments de protection des droits humains incorporés dans la Constitution. Ainsi, le juge burundais peut se référer à l'article 19 de la Constitution pour transposer les dispositions de la Convention dans l'interprétation de la loi et rendre des jugements au niveau interne. Par ailleurs, en plus de se conformer à la définition de la torture énoncée par la Convention, le Code pénal de 2009 inscrit la torture et les infractions connexes aux articles 205 à 209. Le fait que l'article 19 de la Constitution du Burundi confère à la Convention contre la torture une valeur constitutionnelle implique qu'il n'y a pas de dérogation possible. D'ailleurs, l'article 25 de la Constitution prévoit une interdiction absolue de la torture. Et qui plus est, l'article 4 de la loi numéro 1/004 du 8 mai 2003 portant crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre a retenu les actes de torture comme rentrant dans cette catégorie. En légiférant ainsi, le Burundi a accepté que le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit inaliénable. Il ne peut donc trouver aucune circonstance qui lui permettrait d'y déroger. Bien plus, en conformité aux articles 4 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 209 du Code pénal indique que les peines encourues par les auteurs d'actes de torture sont incompressibles. Concernant l'application des dispositions législatives réprimant la torture, quelques cas ont été enregistrés auprès de la Cour militaire et 3 autres ouverts dans le cadre de l'enquête de la commission chargée de faire la lumière sur les allégations d'exécution extrajudiciaire et de torture. Le gouvernement du Burundi a déjà entrepris des mesures pour la révision du Code pénal militaire, adopté antérieurement à la ratification de la Convention contre la torture, afin d'ériger en infraction les actes de torture imputables à des militaires. Quant au fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et son indépendance, il importe de signaler que la Commission exerce son mandat en toute indépendance, conformément à la loi numéro 1/04 du 5 janvier 2011 portant sa création. Il a des pouvoirs d'investigation les plus étendus, comme stipulé dans la dite loi, en ses articles 36 et 37, et dispose d'un accès libre
à toute source d'information. Aucun organe étatique ne peut lui donner des injonctions dans l'accomplissement de ses missions. Par contre, elle peut requérir l'assistance de la police et d'autres services de l'État pour donner effet au pouvoir lui reconnu par la présente loi. Notons également que la Commission est en possession des ressources humaines et financières lui permettant, dans les limites de ses moyens, de s'acquitter efficacement de son mandat après 3 années d'existence. Quant à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission, en plus des visites menées dans les prisons et cachots de la police judiciaire, et cela dans l'optique d'échanger avec les responsables impliqués dans les détentions sur les droits des détenus, organise des ateliers de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la torture à l'endroit des agents de l'État susceptibles de commettre la torture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, distingués invités, dans le cadre de la commission d'enquête mise en place par le procureur général de la République, de promptes poursuites pénales ont été engagées contre les personnes présumées auteurs des actes de torture. C'est le cas notamment de Niyirera Dedit, dont le dossier a été ouvert au parquet de Kayanza sous le numéro RMP 1373/NKG, le dossier RMPG 3080 bis/NYE, du nom de Nourouez Michel, alias Rouembe, dont le dossier a par la suite été versé dans le dossier RMPG 645/MA, car le prévenu en question était poursuivi pour d'autres faits. Un autre cas qui a retenu l'attention de la commission est un cas de jeunes gens tués dans la commune urbaine de Kanyosha à Ruziba et qui s'est soldé par l'ouverture du dossier RMP 136-761/NJM. Dans le même ordre d'idées, et selon les noms évoqués dans le rapport de Human Rights Watch, la Commission a trouvé que la justice s'est déjà saisie des cas ci-après: Niyirera Dedit, dossier 1373/NKG, Ndaishimie Medar, dossier RMP 7926 bis/NL, Nibitanga Oscar, dossier D15, numéro 1218/SA, Mpangage Pasteur, dossier RMP 13 7172/NKC, Mouina Célestin, dossier RMP 137168/HF, Ndaishimie Wilson, dossier RMP 135-777/DN, Bigingo Jean-Baptiste, dossier RMP 13-7169/JC, Ndikumana Pascal et Ndiranyibagira Albert, dossier RMP 72-74/AN, Nahimana Janine appelée Ndaishimie Janine dans le rapport de Human Rights Watch, et Misigaro Artemon appelé Manirakiza Artemon dans le même rapport, dossier RMP 72-72/AN. On ne pourrait pas passer sous silence le cas de Nibitanga, pour qui l'organisation rapporte qu'aucune enquête n'a été effectuée alors que la commission a trouvé le dossier D15 numéro 1218/SA ouvert à ce sujet. Concernant l'assassinat d'Odas Vianney Hawonarugira, un dossier a été ouvert
sous le numéro RMP 13 71 74 NR/BB. Pour le cas de Léandre Bukuru et Bokesiwo, un présumé auteur, Michel Nugweze, a été poursuivi. Le procès a abouti à son acquittement au premier degré d'instance. Par la suite, le ministère public, n'ayant pas été satisfait de la décision, a interjeté l'appel et l'affaire a été enrôlée de nouveau sous RPCA 642/Gitega. Il en est de même du dossier opposant Salaciel Chichahayo contre Jean Bosco Chichahayo, officier de police judiciaire, poursuivi pour avoir attenté à la vie d'une personne. Le procès en appel RPA 2066 suit son cours dans la circonscription de Gitega. Hormis les cas signalés au paragraphe 3 du présent rapport, il n'existe pas au Burundi d'autres plaintes sur les cas de torture et de mauvais traitements. Concernant la dénonciation d'actes de torture faite par Niyonzima Deogracias, l'instruction du dossier ouvert au parquet général de la République sous le RMPG numéro 504 n'a pas pu être terminée en raison du refus de collaboration affiché par le requérant et qui n'a pas pu fournir les informations préliminaires, absence du procès verbal d'interrogatoire et de confrontation. Par la suite, le requérant est parti à l'étranger, laissant son dossier pendant devant le parquet général de la République. Pour le cas du nommé Ndairaja Saïdi ouvert sous RPCG 1 numéro 012/2010, la peine de 10 ans de servitude pénale retenue par le Conseil de guerre a été par la suite entérinée par la Cour militaire. En effet, le gouvernement trouve que les actes de torture évoqués dans la déposition du plaignant ne sont pas fondés dans la mesure où le plaignant, tout comme ses co-auteurs, était principalement poursuivi pour avoir tramé un complot militaire. Dans ces circonstances, les actes de torture allégués par le requérant devaient faire l'objet d'une plainte à part. Mais à la grande surprise, à la sortie de la prison suite aux mesures de grâce, on remarque qu'il n'y a pas eu de requête faisant description d'actes de torture lui infligés. Les allégations de torture de Ndikarahira Boniface ont été reçues par le parquet général de la République sous un dossier d'information D15 numéro 205 bis/NDC. Malheureusement, le dossier n'a pas suivi son cours normal car la victime a dans l'entretemps pris la cavale. Le cas de Nizigimana Etienne a été instruit au parquet général près la cour d'appel de Bujumbura. Ce dernier l'a transmis au tribunal de résidence de Rohero pour fixation sous RP 17/2013. La victime a par la suite adressé la requête auprès du comité contre la torture, alors que le tribunal de résidence s'était déjà mis à l'instruire à nouveau et à chercher d'autres co-auteurs. La mise en détention préventive de Nyamoya consistait à avoir quelques informations dont la justice burundaise avait besoin, un rapport dont la justice burundaise détenait, un rapport avec la subornation des témoins dans l'affaire de l'assassinat de Kassim Manlan, qui était représentant de l'MS au Burundi. Il a été libéré sous caution. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du comité, distingués invités,
À côté des articles 39 et 40 de la Constitution du Burundi, l'article 95 du Code de procédure pénale offre des garanties à l'exercice du droit de la défense pour l'auteur présumé d'une infraction. De même, le CPP fixe, oui, le Code de procédure pénale fixe les délais dans lesquels l'inculpé doit avoir comparu devant le juge et lui reconnaît le droit de recours contre son arrestation ou sa détention. Il s'agit ici de l'article 111, alinéas 2 et 3. Au fin de lutter contre la violence à l'égard des femmes, il y a tout un arsenal juridique et une série de mesures des mesures mises en place, entre autres. 1. La déclaration de tolérance zéro par le président de la République envers les crimes de violence sexuelle et basées sur le genre et l'impunité pour la lutte contre les violences faites aux femmes a été matérialisée par l'adoption en juin 2013 d'un projet de loi portant prévention, protection et répression de la violence basée sur le genre qui se trouve à présent au niveau du Parlement. La création des chambres spéciales des violences sexuelles basées sur le genre dans tous les tribunaux de grande instance avec un traitement rapide des dossiers liés aux violences faites aux femmes, la nomination des points focaux chargés de violences sexuelles et basées sur le genre dans les parquets, tribunaux de grande instance et la révision du code pénal et du code de procédure pénale avec des dispositions sévères à l'endroit des auteurs de violences. 3. L'existence du groupe sectoriel genre, cadre national de coordination des intervenants dans la lutte contre les violences basées sur le genre. 5. La nomination des officiers de la police judiciaire, points focaux genre, provinciaux et communaux, formation et renforcement de leurs capacités dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. 5. La création du Centre Humura, structure nationale d'accueil et prise en charge intégrée des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, fonctionnel depuis juillet 2012. Il y collabore avec les centres privés comme le centre Seruka. 6. La mise en place d'un forum national des femmes en 2013, un cadre d'échange pour toutes les femmes. Quant aux violences domestiques, elles restent régies par les articles 535 à 537 du Code pénal. Au sujet des demandeurs d'asile et la protection des réfugiés au Burundi, la loi numéro 1/03 du 4 février 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés a été remplacée par la loi numéro 1/32 de la loi du 13 novembre 2008. Celle-ci reconnaît en son article 5, alinéa 2, que l'asile s'entend d'une protection accordée par le Burundi sous forme d'admission exceptionnelle au séjour à un étranger dont la vie ou la liberté sont menacées dans son pays et qui sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants. De même, l'article 20 de la même loi dispose qu'aucun demandeur d'asile ne peut être refoulé de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Étant donné que la torture est une forme de menace à la vie, pouvant même conduire à la mort, il est donc évident que le Burundi ne peut pas refouler un demandeur d'asile lorsqu'il y a des risques d'être soumis à la torture. Pour ce qui est des statistiques par rapport au nombre de demandeurs d'asile
et des réfugiés au Burundi. En détail sur les activités de l'Office national de protection des réfugiés apatrides vous est fourni dans le résumé des réponses apportées aux différentes questions posées à l'endroit du gouvernement burundais. La convention d'extradition avec la Tanzanie n'admet pas le refoulement aussi longtemps que même pour la personne à extrader, il y a toute une procédure à suivre. En effet, dans le cas d'une personne déjà inculpée ou condamnée, le pays requérant doit fournir des preuves tangibles de sa culpabilité. Par ailleurs, l'entrée du judiciaire peut être refusée si la requête se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions politiques ou assimilées. Le Burundi n'a aucune expérience des assurances diplomatiques dans le cadre des procédures d'expulsion. Mais au cas où il existerait un risque d'être soumis à la torture pour la personne devant faire l'objet d'une expulsion, le Burundi doit répondre à l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des personnes se trouvant sur son territoire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du comité, distingués invités, dans le but de veiller à la redevabilité des obligations contractées par le Burundi par la ratification d'instruments internationaux à valeur juridique, y compris la Convention contre la torture, le gouvernement du Burundi, avec l'appui du système des Nations Unies et d'autres acteurs, dont les organisations de la société civile, organise chaque année des cycles de formation et de sensibilisation à l'endroit de l'administration à la base. Les administrateurs communaux, les juges, les officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration pénitentiaire et le service national de renseignement. Aussi, on ne pourrait pas passer sous silence les activités ayant pour objet le rappel des droits fondamentaux de l'homme réalisé par le Centre de promotion des droits de la personne humaine et de prévention du génocide. En plus, des formations générales, des formations spécifiques ont été dispensées aux forces de sécurité. Les corps de défense et de sécurité bénéficient régulièrement des formations axées sur le programme de moralisation des troupes à tous les échelons, incluant l'introduction aux droits de l'homme, au droit international humanitaire, au leadership, à la discipline et au code pénal militaire. En palliatif au manque de formation du personnel médical, aux techniques de dépistage des actes de torture physique ou psychologique et des traitements cruels, inhumains et dégradants, l'outil de sensibilisation le plus utilisé au Burundi porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, en ce qui est de l'article 11, les raisons du dépassement du délai de garde à vue peuvent tenir de la complexité de l'affaire, le retard dans le rassemblement et la production des preuves, la difficulté de transporter les témoins des postes de police au parquet. Malgré ces difficultés, le gouvernement collabore avec ses partenaires, le Bureau des Nations Unies au Burundi, la PRODH, la Ligue ITK, la Croix-Rouge, Avocats sans frontières, etc., pour visiter les milieux privatifs de liberté et proposer des mesures concertées. Quant aux critères qui fondent l'extension de la mise en état de détention préventive, ils peuvent être le fait d'éviter le renouvellement d'une infraction, le fait d'éviter la pression sur les témoins ou les victimes, la crainte de coopération du présumé auteur avec les co-auteurs et complices, la protection de l'auteur contre
la clameur publique et la crainte imminente de sa fuite. D'autres raisons qui peuvent étendre la détention préventive à plusieurs mois sont entre autres les renonciations systématiques des inculpés sur des cas même flagrants, obligeant les juges à statuer à nouveau sur leur détention préventive. Il en est de même en raison de la gravité du crime commis, du danger d'être poursuivi par la clameur publique qu'encourt le prévenu, auquel cas les juges estiment que la décision de le maintenir en détention découle de l'intérêt public. En vue de réduire la population carcérale, bien de mesures ont été prises. En guise d'exemple, le décret du 25 juin 2012 portant mesure de la grâce présidentielle qui détermine plusieurs catégories de détenus, dont ceux qui ont été condamnés à des peines inférieures ou égales à 5 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, ceux atteints de maladies incurables et ceux qui sont âgés de plus de 60 ans ou d'au moins de 18 ans, qui doivent bénéficier d'une grâce présidentielle, et les peines de certains autres détenus qui seraient diminuées de moitié. Dans le même ordre d'idée, la diminution de la population carcérale en 2012 est la conséquence de la mise en œuvre de 2 mesures ordonnées par le ministre de la Justice, suivant l'ordonnance ministérielle numéro 550/944 du 5 juillet 2012, la lettre circulaire numéro 550/2081/CAB/2014 du 27 février 2014 et les instructions numéro 550/918 CAB 2012 du 8 juin 2012 tendant à faire libérer provisoirement certains prévenus préventifs. L'application en cours du décret numéro 100/183 du 25 mai 2020 portant mesure de grâce et du décret numéro 100/152 du 27 juin 2014 ont permis une réduction sensible de la population carcérale. Signalons aussi que le gouvernement a arrêté une série de mesures visant à régler le problème du surpeuplement des prisons et des détentions illégales par la justice pénale humanisée, le réexamen des dossiers des prisonniers, la libération provisoire des détenus ayant déjà purgé le quart de leur peine, le traitement accéléré des dossiers des personnes condamnées éligibles à la libération conditionnelle et en faisant recours aux alternatives à l'emprisonnement, dont le travail d'intérêt général. S'agissant des données sur la situation de la population carcérale, à la fin de l'année 2013, le taux des personnes en détention préventive était de 51,4% et au premier trimestre de l'année 2014, on dénombrait 3 834 personnes en détention préventive sur une population carcérale totale de 8 075. À la même période, premier trimestre 2014, on dénombrait 4 072 détenus condamnés. Vers la fin du mois d'octobre 2014, l'effectif des prisonniers dans toutes les prisons s'élève à 7 393. On observe une séparation effective, hommes et femmes et adultes et des mineurs, dans 3 prisons des provinces Rumonge, Ruyigi et Ngozi, parmi les 11 prisons que compte tout le pays. Le Burundi poursuit ses efforts pour généraliser cette séparation sur le reste des prisons. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a mandat d'inspecter les lieux privatifs de liberté et l'exerce chaque année depuis sa création. Au cours de l'année 2013, 10 saisines d'allégations de torture ont été enregistrées
par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et 8 cas ont été retenus comme ayant constitué effectivement des violations avérées. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme continue également à faire le suivi des cas enregistrés depuis sa création, qui s'élèvent au nombre de 15 sur un total de 30 saisines. Pour éviter les détentions secrètes, l'État du Burundi a ouvert des postes des officiers de police judiciaire dans les 129 communes du pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, la loi sur la Commission Vérité et Réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation a été déjà mise en place par la loi numéro 1/18 du 15 mai 2014. Le processus de sélection des commissaires est en cours. S'agissant du tribunal spécial sur le Burundi, la mise en place interviendra après la publication du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Le ministère public est l'autorité habilitée pour inspecter régulièrement les lieux de détention. Il effectue des enquêtes sur des cas d'allégation d'actes de torture. Le Burundi se réjouit d'une bonne coopération avec les associations engagées dans la dénonciation et la lutte contre la torture. Le gouvernement du Burundi, en collaboration avec ses partenaires, a commandité une étude sur la protection des témoins et des victimes. L'étude a été validée au mois de septembre 2014. Les actes de torture, au même titre que d'autres infractions, font l'objet de poursuites pénales. La victime des actes de torture dispose également légalement d'un recours devant les juridictions ordinaires du pays. En effet, en cas de non-satisfaction de la sentence prononcée, la victime peut faire recours à des institutions nationales et internationales de promotion des droits de l'homme. Il existe à ce sujet des citoyens burundais qui ont déjà envoyé leurs requêtes auprès du comité contre la torture. Par rapport aux allégations des cas de torture rapportés par certaines sources au Burundi, le gouvernement a pris l'initiative de mener des enquêtes à travers une commission chargée de faire la lumière sur les allégations de cas d'exécution extrajudiciaire ou de torture. Ayant constaté que certains cas n'ont pas fait l'objet de poursuites par manque de pistes à exploiter en raison de zones d'ombre auxquelles ces cas se prêtent, la Commission a pris l'initiative d'ouvrir des dossiers pour enquêter sur ces cas, parmi lesquels 3 en rapport avec la torture. Il s'agit des nommés Nugweze Michel, sous le dossier RMPG 645-MA, Mazoya Patrice sous le dossier RMPPG 643-MA et Magorwa Guillaume, Major Kabuhungu, Nsabimana Jean Bosco, Joseph alias Ndomboro, Ndayize Gérard et Ninzigamye Jetri sous le dossier RMPG 644-MA. Par ailleurs, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui est un organe indépendant, mène des enquêtes sur les allégations de torture. Des sanctions disciplinaires sous forme de mutation ont été vite ouvertes contre les personnes ci-citées. Puisque les procès continuent, d'autres sanctions peuvent être appliquées d'un moment à l'autre. Le nouveau code de procédure pénale prévoit la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la torture en vertu des articles 289 et 290. À la lumière de ces articles, et par le fait que le code de procédure pénale est récent, le mécanisme de mise en application des dispositions du cadre légal est en cours. Il en est de même du fonds d'indemnisation des victimes
d'actes de torture. La qualité de l'auteur, lorsqu'il s'agit d'un préposé de l'État accusé d'avoir commis des actes de torture, ne pose aucun problème parce que, comme toutes les autres infractions, les présumés auteurs sont préalablement sujets à l'identification. Le pays ne dispose pas d'infrastructures de refuge, ni de réadaptation des victimes de torture. En attendant la mise en place du fonds d'indemnisation, l'État devra payer la somme requise par la victime, quitte à se retourner contre l'auteur. Le rétablissement des victimes de violences sexuelles est assuré depuis la création du centre Humura, structure nationale d'accueil et de prise en charge intégrée, psychologique, sociale, matérielle, juridique, médicale et communautaire, des victimes de violences sexuelles ou basées sur le genre, qui est fonctionnel depuis juillet 2012. Ce centre collabore avec d'autres centres privés comme le centre Seruka. Dans un proche avenir, ce centre sera épaulé par un projet d'urgence relatif aux violences sexuelles basées sur le genre et à la santé des femmes dans la région des Grands Lacs, dont le projet de loi portant sa ratification vient d'être adopté par le Sénat. Comme le cadre légal favorable aux victimes d'actes de torture est très récent, des mesures de protection, de réparation, d'indemnisation et de réadaptation des victimes de torture et de mauvais traitements, ainsi que des témoins et de toute autre personne intervenue au nom de la victime, seront progressivement mises en place. Le code de procédure pénale a été vulgarisé auprès de toutes les personnes chargées de l'application de la loi, notamment les juges, les magistrats et les OPJ. Ainsi, et d'une part, les OPJ sont sensibilisés sur le respect des dispositions de ce code et savent dorénavant qu'il est inutile d'user de torture pour obtenir des aveux qui seront frappés de nullité une fois l'affaire portée devant la juridiction. D'autre part, il est prévu que la juridiction saisie de l'action publique a qualité pour constater les nullités qui affectent les procédures qui lui ont été soumises. Les conditions de détention sont encore préoccupantes et peu conformes à l'ensemble des règles minimales internationales pour le traitement des détenus. Bien que le gouvernement, avec celui des partenaires techniques et financiers, ait entrepris des travaux de réhabilitation et d'équipement de certaines prisons et centres de détention, des efforts restent à consentir pour améliorer leur logement, les services de santé, d'hygiène et d'alimentation des détenus. Et pour cela, en vue d'une surveillance plus efficace, le gouvernement autorise le libre accès des défenseurs, tant nationaux qu'internationaux, des droits de l'homme au milieu privatif de liberté. Le phénomène de détention en milieu hospitalier a presque disparu. Concernant les châtiments corporels dans les établissements scolaires, des campagnes de sensibilisation sur cette pratique ont été organisées et une ordonnance l'interdisant a été signée par le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant des coups et autres traitements inhumains dont les enfants pourraient être infligés par ceux ayant la responsabilité de leur garde en famille, ceux-ci ont sensiblement diminué suite à la sensibilisation faite par le gouvernement et ses partenaires œuvrant pour la protection de l'enfance. Quant aux enfants en milieu carcéral, il importe de signaler que depuis 2009, le ministère de la Justice a fait de la justice juvénile une des priorités de la réforme judiciaire
en cours en inscrivant dans la politique sectorielle 2011-2015 la création d'un système de justice pour les mineurs. Dans ce cadre, un nouveau code pénal a été adopté, introduisant de nouvelles dispositions allant dans le sens d'une justice restauratrice, conformément aux principes édictés par la Convention relative aux droits de l'enfant. Un code de protection de l'enfance est en train de voir le jour. Les sections et chambres spécialisées pour mineurs ont été mises en place et des magistrats ont été nommés dans tous les parquets et juridictions du pays. Un module sur les droits de l'enfant et la justice des mineurs est déjà intégré dans les centres de formation de la police et de la magistrature. Un pool de formateurs sur la justice des mineurs est à l'œuvre dans le centre de formation professionnelle de la justice et de nouvelles mesures alternatives à la privation de liberté ont été introduites. Toutes ces réformes dans lesquelles s'est engagé le Burundi constituent une avancée très remarquable dans ce domaine. L'incident du 8 mars 2014 est un cas de dégradation d'une manifestation publique non autorisée où les forces de l'ordre ont été surprises par l'ampleur des agressions et ont dû faire usage de leurs armes pour faire libérer 2 de leurs collègues détenus avec leurs armes par les manifestants. Quant au reste des questions, le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture a été ratifié sans réserve par le Burundi par la loi numéro 1/17 promulguée le 6 septembre 2013. Des programmes d'enseignement et de sensibilisation destinés à l'appui du public sont donnés en même temps qu'il est prévu de renforcer les capacités opérationnelles par la mise en place des mécanismes de sécurisation des infrastructures critiques. Aussi, l'Interpol œuvre dans l'objectif d'arrêter des stratégies communes afin de prévenir les actes imminents de terrorisme. Par ailleurs, le Burundi a légiféré en la matière, notamment par la loi numéro 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer les sentiments de gratitude au comité pour m'avoir prêté une oreille attentive. Je réaffirme l'engagement du gouvernement du Burundi à poursuivre sa politique de renforcement du processus démocratique, de l'état de droit, de l'élargissement de l'espace de liberté et de protection des droits humains, tout en respectant les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la réglementation nationale en vigueur en la matière, tout en vous garantissant la disponibilité de ma délégation au débat interactif. Nous nous engageons à apporter des éclaircissements à l'une ou l'autre question qui sera soulevée et à analyser avec intérêt toutes les recommandations qui seront formulées à l'endroit de mon pays. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci de votre présentation. Vous le savez, les réponses à la liste de points n'ont malheureusement pas pu être traduites car elles nous sont parvenues récemment. Et donc il n'y a eu ni le temps ni les ressources suffisantes pour faire traduire ce texte à temps. Donc l'original des réponses
ne se trouve qu'en français. Quoi qu'il en soit, j'aimerais, Excellence, vous remercier de votre présentation. Nous avons pris bonne note des faits nouveaux observés dans votre pays, l'adoption de plusieurs normes et les différentes mesures qui ont été arrêtées. Sans perdre de temps, j'aimerais maintenant donner la parole aux deux co-rapporteurs. Il s'agit de M. Guy et de Mme Belmire. Et j'aimerais également savoir quels sont les autres membres du comité qui souhaitent ensuite la parole. Très bien, nous allons répartir le temps restant et je donne maintenant la parole aux rapporteurs qui disposent chacun de 20 minutes. Monsieur Guy, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par saluer chaleureusement la délégation du Burundi qui est aujourd'hui présente ici à l'occasion de l'examen du deuxième rapport de cet État partie. Délégation dont je note d'ailleurs qu'il n'y a pas parmi ses membres un membre du gouvernement burundais. Je le dis parce que d'habitude, il y a au moins la présence d'un membre du gouvernement au niveau des délégations que nous recevons ici. Mais là, je note qu'il n'y en a pas. Évidemment, ça ne prête pas à conséquences négatives en ce qui concerne, disons, la richesse du dialogue interactif qui est de mise au niveau du comité. Dans ce cadre, comme d'habitude, je vais essayer de me concentrer sur les articles 1 à 9 de la Convention, en tenant compte, bien sûr, des réponses que vous avez données suite à la liste de questions qui vous a été envoyée, et également des éléments complémentaires que vous nous avez apportés ce matin. Alors, ceci étant, je voudrais parler un peu des textes de dispositions légales qui définissent la torture. Vous indiquez clairement que dans votre code pénal actuellement, il y a une définition de la torture et il y a des peines précises qui sont indiquées d'ailleurs, qui sanctionnent les actes de torture. Je pense qu'il serait souhaitable que le comité puisse disposer du texte même de cette définition pour qu'on puisse éventuellement la comparer avec la définition de l'article 1 de la Convention et, évaluer à ce point, sur ce point, disons, comment le Burundi s'acquitte de son engagement. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous dites dans votre rapport que la loi portant promulgation de la Convention, de la Constitution de 2005, intègre une définition de la torture. Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par là, parce que si, littéralement, ça signifierait peut-être qu'il y a une autre définition de la torture dans cette loi portant promulgation de la Convention de 2005. Si c'est ça, vous auriez peut-être deux définitions. Et ça, je ne sais pas, il faudrait peut-être clarifier ce point-là
nous dire exactement si c'est le code pénal seulement qui définit la torture au Burundi ou s'il y a une autre définition prévue dans un autre texte. Alors, au sujet du statut de la Convention dans le droit positif burundais, il est indiqué, vous indiquez que les juridictions n'invoquent pas nommément les dispositions de la Convention contre la torture, mais les juges ont la latitude de faire référence à l'article 19 de la Constitution, en faisant ainsi transposer les dispositions de la Convention pour interpréter la loi et rendre des jugements. Bon, je pense que sur ce point, peut-être, il serait plus simple de dire de prévoir de manière claire dans votre dispositif institutionnel que soit les juges peuvent directement appliquer les dispositions de la Convention en les citant, si ces dispositions sont invoquées devant eux, ou bien prévoir qu'il faut des lois internes d'intégration pour que les juges puissent utilement recourir aux dispositions de la Convention. Je pense que c'est peut-être plus simple et plus clair que de laisser ce point à l'interprétation des juges. Alors, de toutes les façons, pour le moment, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez nous citer des exemples de décisions qui appliquent la Convention, comme vous le dites là, comme vous l'expliquez, pour que nous puissions savoir concrètement comment ça se passe. Parce qu'a priori, ça ne me paraît pas évident. Bien sûr, le fait que l'article 19 de la Constitution burundaise confère à la Convention contre la torture une valeur constitutionnelle indique qu'il n'y a pas de dérogation possible. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Maintenant, donc, après ces considérations textuelles, je voudrais maintenant passer à un autre point concernant le nombre de cas de torture enregistrés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les cas où il y a eu acquittement. Vous dites sur ce point que il y a eu seuls quelques cas enregistrés auprès de la Cour militaire et 3 autres cas ouverts dans le cadre de l'enquête de la commission chargée de faire la lumière sur les cas d'exécution extrajudiciaire ou de torture. Bon, ça, je pense que c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure en évoquant les cas individuels de violation, les cas de violation des droits humains qui ont été, disons, dénoncés par différentes sources, y compris le Bureau des Nations Unies, au Burundi. Alors, à la question de savoir comment les juges appliquent les peines concernant la torture, vous répondez que les articles 206 et 207, les peines prévues aux articles 205, 206 et 207 sont incompressibles. Je pense que le véritable sens de cette question, c'est le problème de l'individualisation des peines à chaque cas d'espèce, puisque la peine s'étend, autant que je me souvienne, de 10 ans à la perpétuité. Alors, 10 ans à la perpétuité, est-ce qu'il y a des critères objectifs qui permettent aux juges de moduler et